Bonjour à tous, dans cette 16e séance sur Windows, petite séance de transition, nous allons aborder ensemble les différents raccourcis clavier. On va revenir, pour ceux éventuellement qui auraient vu le cours sur GNU Linux, à un autre système d'exploitation, les raccourcis universels, ou en tout cas quasiment universels, qu'on retrouve sur presque tous les systèmes d'exploitation. Et ensuite nous parlerons de quelques raccourcis bien importants et assez courants sur Windows exclusivement, avec notamment la touche Windows que vous avez sur vos différents claviers. Voilà. Donc on va commencer sur les raccourcis universels. Bien sûr, vous les avez peut-être vus sur d'autres formations, ou alors vous les savez déjà, mais vous savez que chacun des cours s'adresse également à des gens qui sont totalement débutants et qui sont justement sur ce cours pour apprendre à se servir de leur système et donc ne connaissent absolument aucun raccourci, ou alors à peine quelques-uns. Et on va voir tout cela ensemble. Alors je vais créer un petit répertoire, je vais faire un petit fichier aussi rapidement, simple, on va faire un petit dossier de test, un petit fichier texte. Voilà, quelque chose comme ça. Et les raccourcis qui vont revenir le plus souvent, déjà je rappelle évidemment, le fait d'utiliser des raccourcis permet d'éviter un maximum l'usage de la souris. Alors que ce soit encore une fois pour des gens qui souffrent de handicap, d'accord, ou de mobilité réduite, que simplement des gens sans handicap qui veulent tout simplement être beaucoup plus rapides, beaucoup plus productifs. On peut trouver à faire pas mal de manipulations beaucoup plus rapidement, justement en passant directement par le clavier sans avoir en fait à switcher, si vous voulez, entre le clavier et la souris. Donc les plus courants qu'on va retrouver, ce sont tout ce qui est tous les raccourcis en rapport avec de la copie, du déplacement de fichiers, etc. Et pour cela, vous pouvez utiliser le fameux CTRL-C qui va permettre de faire de la copie de documents. Donc il va produire en fait l'exact document que vous avez ici. Donc par exemple ici, si je veux copier ce rapport dans ce répertoire-là qui serait éventuellement partagé sans pour autant, bien sûr, faire un déplacement complet, donc il ne s'agit pas de faire ceci, c'est-à-dire de prendre le fichier en cliquant dessus et ensuite de le déplacer dans le répertoire, d'accord, où je veux le mettre. Et là on voit qu'il y a effectivement l'ensemble du fichier qui a été déplacé, mais bien d'en faire une copie, d'accord. Donc pour cela, je peux sélectionner ce fichier. Évidemment, vous pourriez toujours passer par le menu contextuel en faisant un clic droit. Alors c'est un peu lent, parce que j'ai peut-être pas mis assez de RAM sur la machine virtuelle, mais peu importe. Voilà, vous avez les différentes options. Mais nous, au niveau du clavier, vous allez simplement utiliser la touche CTRL. Donc on va avoir beaucoup de raccourcis à partir de cette touche CTRL, suivi d'autres touches, et après on en verra d'autres également. Vous faites un CTRL-C, donc vous restez appuyé sur la touche CTRL, vous faites C, et vous allez donc avoir copié le document. À partir de là, je peux aller dans mon répertoire de test, voilà, et je peux faire un CTRL-V pour coller. Et là, j'ai effectivement deux versions, d'accord. J'ai une duplication faite de ce fichier qui sera exactement le même. C'est là le principe, justement. Si vous voulez faire un déplacement, c'est-à-dire le fait de vraiment déplacer à destination sans faire de copie, on va parler de couper justement le document, et pour ça le raccourci sera CTRL-X. Donc là vous voyez d'ailleurs la différence quand vous faites quand vous coupez un document plutôt que vous le copiez, il devient en fait, l'opacité est réduite, d'accord, il se grise un petit peu, il devient grisé pour montrer un petit peu visuellement la différence entre les deux. Et là si je fais cette fois-ci coller avec le fameux CTRL-V, on voit que le document a été déplacé, il n'y a pas de copie qui a été effectuée. Donc ça, ce sont les principaux. CTRL-C pour copier, CTRL-X pour couper, et CTRL-V dans tous les cas pour coller le document dans l'emplacement de destination. Maintenant, des raccourcis qui vont surtout intervenir sur des logiciels principalement. On va les retrouver, par exemple, justement j'ai mon petit rapport ici, on va l'ouvrir avec un logiciel par défaut, alors certainement pas Escape, de toute façon j'ai pas dessus, on va faire modifier, comme ça on va passer par le bloc-notes, ça ira très bien. Voilà, petit bloc-notes ici. Donc je vais taper quelques informations, par exemple je peux taper mon texte ici, et bien évidemment, pour ceux qui ne sauraient pas, parce qu'encore une fois, ça peut sembler évident, mais au regard de bon nombre de commentaires que j'ai reçus sur la chaîne, j'ai très vite vu que non, c'était pas si simple pour tout le monde. Il faut savoir que vos fichiers ne sont pas enregistrés automatiquement, d'accord, c'est évidemment pas magique, et il faut que la donnée soit conservée. Alors si vous êtes un petit peu familier avec les différents systèmes de mémoire sur un ordinateur, que ce soit la mémoire vive, les disques durs, vos clés USB, disques durs externes, etc., vous en utilisez très certainement au quotidien. Il faut savoir qu'on a de la mémoire qui est dite volatile, c'est-à-dire c'est de la mémoire qui va être effacée suite à un certain traitement ou alors au redémarrage de votre ordinateur. C'est le cas par exemple de la mémoire vive, de la RAM que vous avez dans vos ordinateurs. En revanche, quand on parle de mémoire persistante, donc on a des supports de masse, d'accord, de stockage de masse, donc je pense notamment à des clés USB, des disques durs ou disques durs externes. Le but de ces outils-là, qui ont d'ailleurs des plus grosses capacités, c'est de conserver les informations. Si vous éteignez votre PC, évidemment, vous ne vous attendez pas en le rallumant à ce que toutes vos données soient perdues, ce qui serait un petit peu dommage. Donc pour procéder à cela, il ne suffit pas, comme je l'ai fait ici, de taper mon texte et de s'attendre à ce que le fichier soit enregistré, d'accord.
pour pouvoir en fait prendre en compte les modifications, il va falloir enregistrer ce fichier, ce qui va effectivement entamer le traitement, donc l'opération d'écriture, donc de modification et d'enregistrement effectif sur votre disque dur. D'ailleurs, vous remarquerez que beaucoup de logiciels, mais attention, ça peut changer d'un logiciel à l'autre, souvent vous indique via un petit caractère que le fichier n'est pas enregistré. Donc on voit ici que pour le bloc-notes, on a une petite astérisque ici. Certains logiciels, je pense à ceux par exemple qui programment sur Visual Studio Code, quand vous avez un fichier qui n'est pas enregistré, au niveau de l'onglet, donc du nom du fichier, vous avez un petit cercle, et au moment où vous enregistrez le fichier, ça devient à nouveau une croix, ce qui permet de fermer le fichier. Donc on a comme ça des petits indicateurs, mais attention, c'est pas toujours obligatoire. Alors généralement aussi, il y a pas mal de sécurité, on va dire, parce que là, si j'essaye de fermer le fichier, normalement, je dois avoir une petite fenêtre pop-up qui m'avertit voilà, de la volonté de vouloir enregistrer justement les modifications. Donc ce qui indique tout simplement que le fichier actuellement n'est pas enregistré. Si je fais ne pas enregistrer, j'ai quitté le rapport ici, et si je reviens dessus, vous voyez que je n'ai plus l'information. Donc très important, ça peut sembler évidemment évident, très évident pour des gens qui savent déjà utiliser un minimum leur ordinateur, mais je dis, j'ai très souvent reçu des messages de gens qui en programmant ou même en faisant des tâches du quotidien me demandaient je comprends pas, j'ai noté ça et ci dans un document et ça n'a pas pris en compte les modifications. Tout simplement parce que vous n'aviez pas enregistré votre fichier, et quand je vous disais enregistrez votre fichier, bizarrement là ça marchait déjà beaucoup mieux. Donc c'est un problème qui est assez récurrent et ça montre bien que tout n'est pas évident et qu'il faut apprendre. C'est un peu le principe, quand on ne sait pas, on ne sait pas, et on apprend pour finir par savoir. Donc là je fais ceci, je fais un petit CTRL S, d'accord, donc c'est-à-dire que là je peux enregistrer d'autres choses, hein. Voilà, et au moment où je vais faire le CTRL S, donc S pour Save ici en l'occurrence, je vais effectivement sauvegarder le fichier. Et là je peux fermer mon document, je peux le réouvrir et je retrouve l'information telle qu'elle est. Donc ça c'est très important aussi, et pensez quand vous servez de vos applications, que ce soit pour du traitement texte, du montage photo, du montage vidéo, pour un jeu, pour n'importe quoi, pour de la programmation dans un éditeur, à sauvegarder, à moins que ce dernier bien sûr propose une fonctionnalité ou une option qui permet de sauvegarder automatiquement tous les 20 secondes, toutes les minutes, toutes les 5 minutes. Pas mal de gros logiciels proposent ça, mais comprenez toujours que ce n'est jamais un traitement, une opération automatique. D'accord ? C'est pas parce que vous écrivez le texte qu'au moment où vous l'écrivez, c'est tout de suite enregistré et c'est automatique. Il y a véritablement à un moment donné un traitement qui fait que nous enregistrerons l'information, les modifications sont bien enregistrées et ça va écrire, donc ça va remplacer le fichier précédent par la nouvelle version de votre fichier avec les modifications qui ont été effectuées. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que je vois souvent des gens qui se trompent et qui ne comprennent pas ça. Donc je trouve ça important, surtout sur un cours comme Windows, où généralement si vous suivez un cours Windows, à ce stade en tout cas sur les premières vidéos, c'est que vraiment vous ne connaissez pas votre système et vous êtes en train d'apprendre justement à le prendre en main et à vous familiariser avec. Donc ce n'est pas de trop que d'insister un petit peu sur ces détails-là. D'autres raccourcis, vous voyez que pour fermer mon document, je passais par également l'interface, donc depuis la souris, avec la petite croix ici sur le décorateur, donc tout ce qui entoure un petit peu la fenêtre, le cadre, mais je peux bien sûr le faire également. Vous avez pour la majorité des logiciels le raccourci CTRL-W et vous pouvez fermer celui-ci. Alors bien sûr, si vous êtes sur un autre système d'exploitation, je pense notamment aux ordinateurs de la marque, donc au PC de la marque Apple, vous auriez plutôt la touche de la pomme, d'accord, ou éventuellement une touche de fonction. Mais là, on est sur un cours Windows, donc ça colle tout à fait avec cela. Donc CTRL S sauvegarder, CTRL W qui est tout simplement fermer le document. Et pareil, si je voulais rajouter quelque chose, le fait de faire ici CTRL W, vous voyez que ça va enclencher, donc c'est la même action que de passer par la souris ici avec la petite croix de fermeture, et ça va donc enclencher généralement sur les logiciels qui ont été un minimum correctement développés, au moins le strict minimum, et ouvrir une pop-up pour vous indiquer que votre fichier n'est pas sauvegardé, donc souhaitez-vous enregistrer les modifications ou pas. Au contraire, annuler le fait de quitter le logiciel, ou tout simplement quitter le programme sans enregistrer ce que vous aviez modifié. Voilà, on peut faire tout ça. Donc un petit CTRL S et c'est terminé. D'autres choses également bien pratiques, si on veut ouvrir un autre document, par exemple, ou même faire on peut dire faire un nouveau document, on peut utiliser le raccourci CTRL N. Donc CTRL L pour New. Et là, vous voyez, ça en fait fait un document. On pourrait penser que ça a tout effacé, mais en réalité non. Ça a ouvert une nouvelle instance, donc un fichier vide si vous voulez, une instance vide, par rapport à l'application sur laquelle vous êtes. Et là, si je note autre chose, je fais un petit CTRL S et il va me proposer naturellement d'enregistrer mon fichier. Puisque à ce stade, tout ce qui se passe là actuellement est en mémoire, d'accord, ce fameux ici programme avec, ce fichier avec ce petit texte hello et un point d'exclamation, c'est actuellement en mémoire vive, donc dans une mémoire volatile, et là il va falloir l'enregistrer sur le disque pour que ça devienne persistant, ou une clé USB ou autre chose, peu importe, mais ça ne change pas. Et là du coup, je peux faire nouveau rapport, et cette fois-ci le fichier est enregistré. Mais vous voyez qu'on a bien deux fichiers.
Donc à nouveau, si je vais dans rapport, j'ai toujours l'ancien, d'accord, et dans nouveau rapport, eh ben, j'ai le dernier fichier que j'ai fait. Donc très pratique également. Si on veut ouvrir un document, donc là j'avais ouvert le nouveau rapport, je vais ouvrir l'ancien, plutôt que de passer encore une fois dans les menus de votre logiciel, vous pouvez faire cette fois-ci un CTRL O pour Open, et à ce moment-là, on va vous ouvrir votre explorateur pour pouvoir sélectionner le fichier à ouvrir, vous balader depuis ici vos répertoires si vous le voulez. Je fais ceci, et voilà. Alors ce logiciel ne peut ouvrir qu'un seul fichier à la fois, donc il n'y a pas un système d'onglet, mais vous voyez que là j'ai ouvert le fichier rapport, donc il a automatiquement fermé l'autre. Mais ça pareil, ça dépend des applications dont vous vous servez. Voilà. Comme autre petit raccourci également, très pratique, et je vois souvent des gens ne pas les connaître, et c'est assez embêtant finalement, surtout quand on fait du traitement de texte, quand on fait beaucoup de modifications, c'est de pouvoir corriger des erreurs. Par exemple, vous êtes en train de noter quelque chose, ou alors vous avez fait par mégarde la suppression d'une partie de votre rapport, et voilà, si vous avez par exemple fait un enregistrement, c'est-à-dire que vous voyez qu'après j'ai fait un petit CTRL S, et là, alors évidemment, il ne faut pas fermer le fichier, il faut faire attention, mais vous avez en fait un historique des différentes actions qui se sont passées sur les logiciels. Alors ça c'est pareil, ça dépend des programmes, d'accord? C'est les développeurs, les concepteurs de ces logiciels qui permettent d'avoir cet historique finalement des différentes actions ou des différents états du fichier, et donc de pouvoir finalement se balader, naviguer dans cet historique, de pouvoir revenir en arrière. Et pour ça, même par exemple quand vous êtes en train de remplir un formulaire sur un site web, ça marcherait parfaitement dans un navigateur web ou n'importe où vous pouvez saisir du texte, si vous voulez revenir en arrière, ce qu'on appelle un petit peu le undo, d'accord, et ben vous pouvez utiliser le raccourci CTRL Z. Et là ça revient dans l'action précédente. Et je peux le faire plusieurs fois comme ça jusqu'à revenir en fait sur ce qui se passe. Alors là bon, il n'y a pas eu beaucoup d'actions, donc forcément, alors à moins de faire ceci, je fais A, j'enregistre, je fais B, j'enregistre, je fais C, petit enregistrement, D. Et là, si je fais CTRL Z successivement, donc une fois, voilà, on va en fait, vous voyez, passer par différentes versions. Donc ça, c'est pareil, certains logiciels vont en fait prendre chaque enregistrement du fichier comme étant un nouvel état, et donc vous allez pouvoir naviguer dans cet historique-là de différents états. D'autres, c'est plutôt par le contenu qui a lui-même. Donc ça, bien sûr, ça dépend aussi des applications. Et si au contraire, vous voulez revenir en avant, c'est-à-dire que là, j'ai fait précédent, et en fait, finalement, je veux revenir comme c'était, donc là, je reviens un peu dans le futur, enfin, c'est un peu étrange, on fait un CTRL Y cette fois-ci, et là, on pourra revenir finalement à l'état le plus avancé. Donc là, bon, j'en avais pas en particulier, puisque c'était déjà celui-là, donc on n'a pas vu le changement. Donc CTRL Z, et CTRL Y si je veux revenir sur l'état premier. Alors mon bloc-notes, le retour en avant fonctionne un peu moins, parce que c'est tel qu'il le gère, mais sur d'autres logiciels, vous le verrez. Vous pourrez comme ça faire précédent, suivant, etc. avec CTRL Z, CTRL Y. Et pour terminer sur ces petits raccourcis contrôle, en tout cas les plus simples, vous avez le fameux CTRL A pour sélectionner tout, donc le All. Donc là on fait ceci, CTRL A quand vous voulez sélectionner tout l'ensemble en fait d'un contenu. Donc encore une fois, ça fonctionne dans un champ de saisie sur un formulaire, une barre d'adresse, peu importe. Par exemple ici je fais ça, et là je peux faire donc ça, je fais CTRL A, et vous voyez que ça marche aussi, il n'y a pas de problème. Ici dans mon explorateur, donc sans sélectionner un fichier en particulier, je fais CTRL A, et vous voyez ça sélectionne tous les fichiers. Voilà, c'est un raccourci qui fonctionne très bien. CTRL A, c'est sélectionner tout, et ça fonctionne un petit peu partout. Et enfin, pareil, à moins que votre logiciel ait en fait redéfini d'autres raccourcis, un petit CTRL F vous permet de faire une recherche. Par exemple, dans une application, ici, ou alors de passer, pareil, sur un explorateur ou autre. Alors là, vous voyez, par exemple, ça active, en fait, ça met le focus sur le champ de recherche ici de l'explorateur de Windows. Mais ça, pareil, ça dépend des logiciels. Certains logiciels, ça peut être CTRL H, donc ça dépend, alors que dans d'autres cas, CTRL H peut servir à masquer. Donc n'oubliez pas, bien sûr, que les raccourcis, un développeur pourrait très bien changer tous les raccourcis. Si, encore une fois, la majorité des applications permettent avec CTRL N de faire un nouveau fichier, CTRL O d'ouvrir, CTRL S de sauvegarder, c'est que les développeurs s'accordent à suivre ces conventions, et pour pas en fait chambouler les gens. Parce que si demain je développe un logiciel et que le CTRL S ferme par exemple le programme sans demander confirmation d'enregistrement, ce serait complètement, si vous voulez, non ergonomique et complètement non naturel par rapport aux habitudes. Parce que les gens s'attendraient à sauvegarder leur fichier avec CTRL S, sauf que sur mon programme, pas de bol, ils font CTRL S et ça supprime tout. Ça n'aurait pas de sens par rapport à l'usage, on va dire, courant. Donc n'oubliez pas qu'encore une fois, c'est pas une obligation, c'est pas quelque chose d'imposé, c'est encore une fois des conventions qui font qu'elles sont généralement plutôt bien respectées par les concepteurs de logiciels. Voilà, donc pour résumer, on a vu CTRL C, CTRL X, CTRL V pour tout ce qui est copier, couper, coller. On a vu ensuite tout ce qui était CTRL N, CTRL O, CTRL S, W, Z et Y pour par exemple ouvrir un nouveau document, créer un nouveau document, sauvegarder, fermer, retour en arrière, retour en avant. Et le petit CTRL A pour sélectionner tout, CTRL F généralement pour passer par un module de recherche en fonction de l'application que vous êtes en train d'utiliser ou ici le simple explorateur de fichiers. Voilà. D'autres cas un peu plus
un peu plus élaborés, vous aurez peut-être moins besoin, mais je compte quand même les aborder assez rapidement. Le petit contrôle Alt-Sub qui est bien pratique sur Windows, qui ouvre ce type de menu. Alors évidemment ça a posé problème là, voilà, parce que comme je suis sur un système virtualisé, ça a tout masqué, mais en fait ça va vous mettre un menu avec différentes options, verrouiller l'ordinateur, afficher le gestionnaire de fichiers, etc. Donc là oui, en faisant moi le raccourci, il l'a fait sur mon système hôte, et pas le système que j'utilise pour la vidéo. Mais en gros vous verrez de votre côté ce que ça fait, et par contre, même si avant le contrôle Alt-Sup ouvrait le gestionnaire de fichiers, ça a changé entre temps, maintenant si vous voulez directement ouvrir le gestionnaire de fichiers, il faut faire CTRL plus Alt plus la touche échappe, donc celle qui est en haut à gauche de votre clavier. Donc CTRL, Alt, échappe, on reste appuyé sur les trois, et ça va vous ouvrir, donc là vous ne le voyez pas, mais en gros vous, si vous testez de votre côté, ça va vous ouvrir ce gestionnaire de fichiers là. Ce qui sera bien plus pratique. Donc si vous ne voulez pas passer par les menus, ou simplement admettons que vous avez la souris qui est bloquée ou autre, vous pouvez tenter d'afficher le gestionnaire depuis le clavier. Donc CTRL Alt échappe pour l'utiliser directement. Qu'est-ce qui peut être pas mal pratique sur du texte aussi rapidement, mais je vais pas trop montrer parce que là on est quand même sur des raccourcis un peu plus avancés qui sont quand même déjà moins utilisés. Par exemple vous êtes sur du texte et je veux faire de la sélection, je peux utiliser CTRL Maj ou le terme anglais Shift, et là je peux utiliser les flèches et vous voyez je peux sélectionner comme ça plusieurs portions de texte. Donc, par exemple si je mets ceci, voilà, je vais donc me place directement tout au début ici, hop, CTRL Maj, et j'utilise flèche de droite, et vous voyez ça sélectionne en fait au fur et à mesure. Au contraire, ensuite là j'utilise juste les flèches, donc je me déplace dans mon texte, un classique, avec flèche de gauche, flèche de droite, et par exemple à partir de là je veux faire une sélection vers la gauche, CTRL Maj, flèche de gauche, et vous voyez que ça complète vers la gauche une sélection. Une fois que j'ai fait ça, pareil, je vous avais montré de fait de copier-coller les documents, ça fonctionne avec du texte aussi. Donc là je fais CTRL C, et là juste avec mon clavier sans passer par la souris, je vais à droite, touche entrée pour faire les retours à la ligne, CTRL V, CTRL V, CTRL V, vous voyez je peux faire ça. Voilà. Et après, CTRL Z pour revenir en arrière, terminé. CTRL Z, voilà. On peut donc bien sûr utiliser différentes options. Donc moi je vous présente dans la vidéo les raccourcis sur un cas particulier. N'hésitez pas à les tester voilà, sur une application, dans l'explorateur de fichiers, sur du texte, sur des fichiers eux-mêmes, pour voir un peu ce qui se passe, parce que ça ne fonctionne pas qu'à un seul endroit. Ça fonctionne généralement un peu partout. C'est là tout l'intérêt de les apprendre et d'en connaître un minimum. Ok, pour ces différents raccourcis, on a fait pas mal de tours. Un autre qui est très connu, ça aussi, même si on s'en sert pas, enfin, on va dire les gens s'en servent pas toujours, parce qu'on fait beaucoup, hein, on fait très souvent beaucoup de choses à la souris, sauf quand on n'en a pas forcément de grande capacité. C'est la petite touche CTRL, pas CTRL, mais si CTRL Tab, pardon, pour pouvoir faire ceci. Alors là par contre on ne le verra pas, évidemment, parce qu'on ne le verra pas ici, donc on va plutôt voir Alt Tab, parce que vous ne le verrez pas ici. Et Alt Tab, vous voyez, va basculer entre différentes applications. Donc si j'ai plusieurs choses d'ouvertes, donc par exemple ici, voilà, vous voyez là j'ai mon explorateur, ici j'ai ça, et je peux comme ça basculer de l'un à l'autre. Donc là je reste appuyé sur la touche Alt, et ensuite je fais Tab, donc par exemple là je lâche la touche Alt et ça passe ici, là je fais Alt, Tab, et vous voyez ça met le focus ici, je relâche Alt, et ça passe sur le document. Voilà, on peut faire ça sur pas mal de choses, je pourrais ouvrir un autre truc, genre photo. Voilà, et pareil, là, plusieurs tests, si je passe ici, ça va mettre sur photo, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc ça permet de switcher très rapidement, basculer d'une application, d'une fenêtre en fait à une autre, avec Alt Tab, cette fois-ci. Et après, le célèbre Alt F4 qui quitte simplement l'application qui est en cours. Donc ça, c'est un raccourci très connu, Alt F4, et on ferme ce qu'il y a. Les gens l'utilisent beaucoup sur les jeux vidéo, quand ils s'énervent notamment, qu'ils en ont marre, un petit Alt F4, et ça évite de passer par les menus, quitter le jeu, revenir au bureau, etc. Et ça fonctionne très bien aussi, donc ça envoie un signal en fait, un signal Windows pour simplement interrompre donc, le processus qui est en route, donc ça coupe tout simplement l'exécution de votre programme. Voilà, pour en tout cas les principaux. Donc là c'est beaucoup, hein, quasiment que des raccourcis universels qu'on retrouve vraiment un peu partout. Autre petit raccourci, donc deuxième étape, deuxième partie on va dire de cette vidéo, les raccourcis qui sont plus les touches que vous avez au haut de votre clavier, et forcément quand on n'a pas l'habitude, quand on découvre son système d'exploitation, les touches F1, F2, F3, etc. on s'en sert quasiment pas, voilà, on se demande même souvent, on peut peut-être se demander à quoi elles servent, quoi elles peuvent bien servir, à part peut-être au démarrage du PC pour aller dans le BIOS ou dans certaines options UEFI et autres, mais on s'en sert également au niveau du système, au sein du système, c'est pas que au moment du démarrage de son ordinateur. Alors une qui est bien pratique, moi par exemple qui fait beaucoup de classement, etc., de documents, ça m'arrive pas mal,
J'utilise beaucoup le raccourci pour faire du renommage de fichiers, parce que c'est assez long, quand vous par exemple vous triez des photos, vous triez des documents, des codes, etc., de faire une sélection, un clic droit, de faire ensuite renommer, etc. etc. C'est beaucoup plus agréable de pouvoir naviguer avec les flèches sur les différents fichiers et de faire un simple, donc un appui sur la touche F2. Vous voyez, ça sélectionne comme ça votre fichier, et là vous tapez un nouveau nom. Non, je peux faire entrer, je peux passer au suivant, faire F2, voilà, et faire autre chose comme ça. Donc c'est beaucoup plus pratique, touche F2 pour pouvoir ouvrir en fait, mettre en fait un champ de saisie si vous voulez pour le nom d'un fichier que vous pouvez comme ça renommer. Si vous voulez passer par votre recherche, finalement, bon ça on l'avait vu avec l'explorateur en faisant CTRL F, on peut aussi y accéder avec F3. Je fais F3 et hop, ça met le focus directement sur le petit champ d'accord de saisie pour la recherche depuis l'explorateur Windows. Donc ça fonctionne très bien également. On peut également faire un petit F4, donc on en voit d'autres, qui afficherait ici éventuellement un listing de différentes adresses que vous avez dans cette barre d'adresses. Donc c'est un petit astuce, j'avais peut-être déjà montré, mais je le remontre. Là vous avez, vous voyez, une différentes arborescences, et en cliquant ici, hop, ça vous affiche. Alors là malheureusement c'est pas le cas, qu'il faudrait partir depuis le disque, il faudrait aller depuis là, parce que là en fait il passe par des raccourcis. Il est où? Windows User, toc toc toc, que vous puissiez le voir. Utilisateur, voilà, document. Ouais, ils avaient un chemin qui est représenté tel quel, et si vous voulez le chemin en fait exact, donc absolu depuis ici la racine du disque, un clic et vous avez le chemin complet. Donc pour avoir ce listing, encore une fois petit F4, voilà, et vous pouvez avoir éventuellement une liste complète en fait des différentes adresses que vous avez pu parcourir. Donc s'il y a un historique, vous pouvez retrouver ces informations là aussi. Ça peut être pratique. Parmi ces autres touches F quelque chose, on a la touche F5, celle-là vous l'utiliserez déjà beaucoup plus souvent, qui permet d'actualiser voilà, le contenu d'un répertoire. Ça c'est assez utile. Donc quand vous avez besoin par exemple d'actualiser un affichage, faites un petit F5. Alors ça, je remets ça comme ça. Voilà. Donc par exemple, ici on peut faire un petit F5 si on a fait un changement, quelque chose qui n'a pas été pris en compte. On peut avoir besoin, ou par exemple on a créé un fichier qui n'est pas forcément automatiquement trié. Là par exemple celui-là devrait se mettre au tout début, je fais un F5 et hop, il va basculer au tout début de la liste en fait des fichiers de mon répertoire test. Voilà, petit raccourci bien pratique ici. On peut aussi faire un petit F6. Alors là par contre, hop, c'est pour au niveau du bureau. Et là, je ne sais pas si vous voyez le focus en bas. Vous avez vu, la première fois que j'ai appuyé, vous voyez, ça fait, en fait, ça sélectionne chaque partie au niveau de mon bureau. Donc là, ça sélectionne ici. Après, je peux me servir des flèches, vous voyez, pour me balader ici et faire entrer pour ouvrir. Donc on peut quasiment se balader qu'au clavier. Là, on peut faire ensuite CTRL W, on ferme la fenêtre. Et après, ici, on refait F6. Hop, là, c'est le menu démarrer. Je fais entrer, ça ouvre le menu démarrer. On peut se balader, bien sûr, dedans. Voilà, on peut faire tout un tas de choses aussi. Et on peut continuer comme ça. F6, là, on est plutôt sur la droite du bureau. Et donc là, je peux ouvrir les différentes icônes dans le centre, enfin, c'est pas le centre de notification, mais c'est des icônes de notification pour les périphériques, etc. Et ainsi de suite. Balader sur le volume, l'ouvrir aussi. On peut le réduire. Voilà. On peut vraiment faire beaucoup de petites choses ici également avec cette simple touche F6. Et enfin, pas mal pratique, surtout quand vous cherchez un petit peu à naviguer au clavier, donc ça s'adressera surtout à ceux qui ont une mobilité réduite, parce que là, les gens qui se servent pas mal de leur souris vont beaucoup moins s'en servir, je pense, c'est la touche F10. Et là, si vous voyez, avec un simple appui sur la touche F10, ça m'a ouvert en fait différents menus, pour vous dire, en fait, on a différents caractères, et là, si j'appuie sur F, hop, j'ouvre ce menu-là, en fonction de ce que m'a affiché ce menu, en fait, des différentes options. Et là, vous voyez, j'ai toujours en fait des caractères représentés. Alors par contre, là, comme j'ai utilisé la souris, évidemment, il a tout enlevé, donc je vais refaire F10. On va enlever tout, hop, on va refaire un petit F10. Je fais F, et c'est vraiment toute une navigation au clavier. Là, je vois que pour fermer ce menu, je dois appuyer sur F, où il y a la petite croix rouge, et ça referme directement toute la fenêtre. Donc ça, pratique, hein, si on veut vraiment une navigation comme ça au clavier dans l'explorateur de Windows, c'est très pratique. Autre particularité, on avait vu tout à l'heure les Alt Tab, ça on en a vu quelques-uns, Alt Tab, Alt F4, on en a quelques-uns aussi notamment, parce que ça, on a souvent besoin d'avoir cette information. Pareil, hein, quand par exemple vous voulez voir, je sais pas moi, le niveau d'encodage sur un fichier MP3 ou alors les différentes propriétés, comme c'est une information dont on a souvent besoin aussi sur un fichier ou de savoir avec quelle application il s'ouvre, le fait encore une fois de passer par la souris, de faire un clic droit, d'aller faire propriété, c'est assez long, et vous pouvez directement sélectionner votre fichier et vous faites Alt Entrée. Voilà. Et Alt Entrée ouvre le menu de propriété directement. Donc petit raccourci, on peut vraiment s'en passer, mais c'est bien de savoir qu'il existe en tout cas.
Voilà, je pense qu'on est pas mal. Pour terminer, avant de passer à la troisième et dernière partie sur les raccourcis vraiment de Windows, un qui est, je pense, un des plus importants aussi, surtout pour ceux qui apprennent d'autres choses et qui souvent se servent de Discord pour demander de l'aide, faire des captures d'écran, plutôt que de prendre par exemple un problème que vous avez sur votre PC, sur un programme, une application en photo avec vos téléphones et mettre ça sur Discord, que ce soit illisible avec le flash, etc., vous pouvez faire des captures d'écran. La méthode, on va dire plus ancienne, en tout cas qui fonctionnera pour le coup partout, peu importe votre version de Windows, quelle édition vous utilisez, c'est la touche Impr écran que vous avez sur votre clavier. Vous appuyez dessus et ça fait tout simplement une copie de ce que vous avez ici affiché sur votre écran. Ensuite, vous pouvez passer par un logiciel d'image pour coller l'image et ensuite l'enregistrer. Sinon, vous pouvez directement dans certaines applications faire tout de suite un coller. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez ça, normalement vous pouvez le coller. Alors je pense que ça marcherait dans WordPad, a priori. Si je vais ici, voilà, et que je fais CTRL V, voilà, vous voyez que j'ai bien la capture d'écran. Ça peut fonctionner sur Discord aussi, et ça affiche tout. Alors attention, par contre, si vous avez plusieurs écrans, ça va évidemment faire une capture de tous vos écrans. Donc si vous en avez 10, si vous êtes sur 10 écrans de PC en même temps, ça affichera les 10. Et on peut faire ça comme ça. Sinon, on passe encore une fois par un logiciel, et on copie directement, et après on enregistre ça au format image, parce que là c'est dans un logiciel de traitement, donc c'est pas forcément l'idéal. Depuis les versions récentes de Windows, on a maintenant une application, Microsoft fournit une application pour ça. Vous allez ici, vous tapez capture, d'accord, outil capture d'écran, vous allez dessus, et ça permet de faire des captures d'écran un peu plus élaborées. Par exemple ici je fais nouveau, et là ça va donc griser un petit peu l'interface, et ensuite vous choisissez la section que vous voulez en fait capturer. Donc par exemple si je veux juste faire une capture d'écran de mes deux petites icônes qui ne servent à rien, je fais ceci. Vous voyez que ça enlève en fait ce voile blanc à l'endroit en fait qui ne nous intéresse pas, qui sera ignoré, et ça remet en normal la partie qui sera capturée. Donc par exemple si je veux une capture d'écran de ça, je fais ceci, je relâche à la souris, donc là c'est pas un raccourci clavier pour le coup, ça s'utilise à la souris, et après si j'ai une image, et vous n'avez plus qu'à faire la petite disquette classique, vous enregistrez votre image, vous pouvez l'avoir au format PNG pour éviter une perte de qualité, sinon au format JPEG pour avoir quelque chose éventuellement de compressé d'un peu plus léger, on fait enregistrer, et voilà, vous pouvez partager comme ça une capture d'écran sur Discord, par mail, n'importe où. Vous avez une image, cette fois-ci, qui peut être partagée. Donc pour vos captures d'écran, passez par ça, un minimum, plutôt que de faire des photos de votre écran de PC ou autre. Et pour les téléphones, pour ceux qui seraient sur téléphone, mais là on est sur un compte Windows, vous avez aussi des raccourcis pour faire des captures d'écran automatiques. Donc ça marche très bien également. Voilà pour cette deuxième partie. Et pour terminer, on aura fait vraiment le tour de beaucoup de choses, les fameux raccourcis avec la touche Windows. Il y en a plein aussi, on verra surtout les plus essentiels, mais sachez qu'il y en a, pas quasiment avec toutes les lettres de l'alphabet, mais pas loin. On est quand même pas trop loin avec beaucoup de raccourcis. Donc faisons très simple. Vous avez votre touche Windows qui normalement est représentée par le symbole Windows de Microsoft. Si vous appuyez seulement sur celle-ci, vous ouvrez naturellement le menu démarrer. Si je rappuie dessus, ça ferme le menu démarrer, pas de problème. Pas la peine encore une fois de passer par votre souris. Et l'avantage, c'est que sans passer par la souris, j'appuie sur la touche Windows. Ensuite, je peux faire une recherche, WordPad. Je peux faire échappe, ça enlève tout. Ou faire ceci, me balader à la souris. D'accord, ouvrir autre chose. Voilà, on peut vraiment, encore une fois, faire de la navigation à la souris avec tout ça. Là, ce qui nous intéresse le plus, c'est les autres raccourcis depuis cette touche. Donc, restez appuyé sur la touche Windows et utilisez d'autres touches pour, évidemment, accéder à d'autres paramètres. Si je fais Windows A, donc on va commencer, on va faire comme ça chaque lettre de l'alphabet, mais en tout cas les plus pertinents à mon sens, vous ouvrez, vous voyez ici le centre de notification, pratique, comme ça vous pouvez ensuite aller modifier certaines choses. Bon là malheureusement, vous voyez bien qu'on ne peut pas naviguer dedans au clavier, il y a des choses qui ne sont pas encore très ergonomiques totalement, en tout cas sur l'OS, ça viendra peut-être dans un futur plus ou moins proche, mais vous pouvez ouvrir ce centre de notification avec CTRL A. Pour ceux qui utiliseraient éventuellement Cortana, ce n'est pas mon cas, mais pour certains peut-être si, un CTRL C, pas CTRL C, pardon, mais Windows C, C comme Cortana, et vous allez ouvrir le menu de Cortana, vous pourrez l'activer ou autre si ce n'est pas le cas, et vous en servir directement. Voilà, donc Cortana, depuis ce raccourci Windows C, cette fois-ci. Si on utilise Windows D, alors il faudrait qu'il y ait des applications ouvertes, c'est plus pour tout ce qui est au bureau, donc D pour desktop, ici si je fais, et ce n'est pas une marque de produits ménagers, si je fais Windows D, voilà, c'est pour afficher le bureau. Si je refais Windows D, on revient dans l'état d'avant, tout simplement. Donc on peut basculer comme ça. Des fois on a plein d'applications ouvertes, on veut afficher son bureau pour accéder ici, créer un nouveau fichier ou je ne sais quoi. Et bien pour tout enlever d'un coup, tout masquer, plutôt que de réduire chaque fenêtre une à une et de le faire à la souris, un petit Windows D et on revient directement sur le bureau, sur tous vos écrans. Si vous avez deux écrans, ça le fera sur les deux. Voilà, bien pratique ce petit raccourci là également.
Quoi d'autre? Le petit Windows E, évidemment pour Explorer, c'est-à-dire l'explorateur de fichiers. Ça pareil, on a souvent besoin d'aller sur l'explorateur de fichiers. Donc pour éviter de chercher ou d'aller ici, de faire un clic droit sur le menu démarrer, de ici chercher l'explorateur de fichiers, ou de passer par le menu, et ensuite d'ouvrir genre un répertoire quelconque, pour ensuite aller où on veut, vous faites ceci. Normalement sur Windows 10 par défaut il s'ouvre sur l'accès rapide. Si comme moi, bon là c'est pas mon vrai système, mais si comme moi vous avez désactivé ou vous n'utilisez plus l'accès rapide, généralement vous pouvez le mettre, faire en sorte qu'il s'ouvre sur ce PC. Et comme ça c'est cette fenêtre qui sera affichée en affichant en fait l'explorateur, en démarrant l'explorateur de fichiers. Et à partir de là, vous pouvez vous balader dans vos bibliothèques, vos disques, etc. Pas mal pratique aussi. Pour D, c'est vrai qu'on avait ce que je pense aussi. J'avais dit pour D, on a le bureau. Alors pourquoi ils l'ont mis là-dessus, je sais pas trop. Peut-être pour Date. Après, ouais, maintenant que j'y pense, c'est sûrement pour ça. Parce que si vous faites Windows, la touche juste à côté Alt et D, hop, nous avons l'heure. Donc maintenant c'est un agenda, il y a plein de choses. On peut même mettre des rendez-vous, etc. Le calendrier, l'agenda, les alarmes éventuellement. Donc tout est disponible, pareil, un petit raccourci clavier pour faire ça, et ça marche très bien également. La fenêtre des paramètres, CTRL I comme paramètre finalement, I-mettre, voilà, I-remettre. Voilà, vous avez directement tout qui est disponible ici, classique. Alors ça on a vu des différentes configurations au début du cours en Windows, donc je reviens pas dessus. Mais en tout cas cette fenêtre est disponible là. CTRL W. Hop, ça ne marche pas dans ce menu, c'est pas grave. Voilà. Le CTRL L pour verrouiller comme lock. Et là, voilà, vous revenez sur l'écran de verrouillage où on vous demande généralement votre mot de passe pour revenir sur votre session. Donc très important, bien sûr, si vous êtes au bureau, vous êtes dans un endroit public, pas laisser votre ordinateur comme ça en accès libre si vous devez vous absenter quelques secondes. Donc vous le verrouillez et après vous pouvez revenir, vous connecter à votre session et ça reprend où vous en étiez. Donc c'est pas une mise en veille, c'est vraiment juste un verrouillage sans plus, donc il n'y a pas d'autre changement à ce niveau-là. Autre petite particularité, peut-être raccourci moins utilisé, mais c'est bien de le noter, ce qu'il en fait partie, il fait partie on va dire des lettres de l'alphabet, c'est le raccourci Windows P, si vous voulez changer la méthode d'affichage, si vous utilisez notamment plusieurs écrans, pour avoir un affichage qui est dupliqué, étendu ou autre. Alors là, bon, moi je suis sur un seul, donc on voit rien sur le système virtualisé, mais vous aurez différentes options. Donc par exemple, en fait d'étendre l'affichage sur l'ensemble de vos écrans, ou en fait d'avoir des duplications, donc chaque écran affiche la même chose, et vous avez comme ça d'autres options bien pratiques, si vous passez par ces outils-là. Donc ça peut servir également. Voilà. Petite particularité aussi, Windows U pour les outils d'ergonomie, même si je ferai bien sûr des vidéos sur tout ce qui est ergonomie sur Windows, qui a quand même pas mal de fonctionnalités. Mais si vous voulez revenir sur les paramètres d'ergonomie qu'on avait pu rapidement aborder au début du cours, vous pouvez y accéder rapidement ici, plutôt que d'aller avoir les chercher dans les paramètres en passant par Windows IP, ensuite options d'ergonomie, etc. C'est-à-dire ce menu-là, de rappel. Et vous pouvez directement y accéder depuis Windows U. Enfin, dans ces raccourcis, en tout cas avec les LED, vous avez le Windows V, qui est l'historique du presse-papier. Vous pouvez, depuis les versions récentes de Windows, avoir un historique. Moi je l'utilise pas, mais en l'activant, vous pouvez voir ensuite tous les éléments que vous avez pu copier. Et si vous avez besoin de retrouver des éléments que vous aviez en fait copiés, donc qui ont été mis dans le presse-papier, vous pourrez avoir un historique aussi de ces informations-là depuis ce dernier. Donc encore une fois, la touche Windows V qui peut servir dans ce sens. Qu'est-ce que je peux vous donner aussi? Je me sers ça, je m'en sers beaucoup, surtout sur YouTube, tout ça. Je trouve que c'est bien pratique pour les emojis. Si vous voulez utiliser des emojis, souvent les gens font des. Il y a des gens qui me disaient ils font des copier-coller, c'est-à-dire qu'ils vont chercher les emojis sur des sites d'emojis et ensuite ils les copient-collent dans leur texte. Et en fait, vous ne savez peut-être pas, mais vous pouvez utiliser la touche Windows et le point. Donc il faut faire un. Donc en fait, ça c'est pas la touche en point, en réalité c'est la touche point-virgule, puisque vous n'avez pas besoin d'utiliser la touche Maj. Et ça vous ouvre en fait la fenêtre d'emoji. Vous voyez, vous avez tout qui est disponible ici, l'historique, vous avez pas mal de choses. Vous pouvez vous en servir directement. Donc pas besoin de copier-coller depuis un site. Tous les emojis sont ici, vous pouvez même les rechercher. Là, je sais pas si on peut taper raisin. Voilà, on trouve le raisin directement. Et comme ça, en cliquant dessus, ça le mettra dans l'endroit de texte sur lequel vous êtes. Donc n'hésitez pas à vous servir de ça, ça fonctionne très très bien. Plutôt que de passer encore une fois par du copier-coller depuis un site d'emoji. C'est quand même moins pratique et ça prend beaucoup plus de temps. Bon, on est pas mal au niveau des raccourcis. On a Windows Pause. Alors la touche Pause, certains des fois l'ont pas sur il peut y avoir des claviers où vous l'avez pas. Normalement, bon, c'est quand même assez standard. Vous avez les informations, voilà, rapidement pour l'ordinateur. Donc vous pouvez afficher toutes les infos rapidement ici. Qu'est-ce qu'on peut avoir aussi qui peut pas mal servir? On a vu pour Windows Tab, on l'avait pas vu dans Windows Tab. Bon là j'ai pas grand chose, il faudrait que j'affiche d'autres choses.
pour avoir un ensemble des applications, notamment, voilà, et par exemple les bureaux virtuels, quelque chose qui est assez récent sur Windows, c'est pour ceux qui en ont connu d'autres. En fait, vous pouvez afficher plusieurs bureaux, et comme ça vous pouvez basculer d'un bureau virtuel à l'autre depuis le même écran. Par exemple, pour séparer des tâches, vous avez par exemple un ensemble d'applications, vous êtes en train de bosser, un ensemble d'applications plus pour le divertissement, et sans avoir forcément 15 000 écrans, vous pouvez avoir plusieurs bureaux, donc plusieurs affichages sur un seul et même écran, et pouvoir basculer de l'un à l'autre. Donc avec la touche Windows Tab cette fois-ci, et pas Alt Tab, ça vous affiche, vous voyez ici, les différentes applications actives sur votre système, et vous pouvez ici charger d'autres bureaux virtuels. Donc par exemple, là je pense qu'il va bien vouloir m'en ouvrir un. Voilà, bureau 2, et comme ça après je peux avoir différentes applications. Donc là normalement il a dû m'en créer un, voilà. Et par exemple elle, hop, je peux la basculer en bureau 2. Et vous voyez que j'aurai pas la même chose. Le bureau 1 j'ai ça, et ensuite bureau 2, enfin bureau 1 pardon, j'ai ce truc là, et j'ai basculé sur le bureau 2, l'autre application. Donc on peut comme ça se ranger, et après on peut basculer d'un bureau à l'autre. C'est bien pratique pour pas tout mélanger si on a trop notamment d'applications ouvertes, ou trop de fenêtres à afficher sur un seul écran. Bien, nous sommes pas mal. Pour finir, maintenant que j'y pense, on a fait quoi? On a fait du A, on a quoi dans les lettres? M, on a fait P. Ah oui, on n'a pas vu, il y en a deux bien pratiques. Ça vous servira beaucoup moins au début, mais si plus tard vous voulez aller plus loin, enfin bon. Windows S, si, puisque c'est pour de la recherche. Donc Windows S, voilà, on peut passer directement à la recherche Windows classique, ça marche très bien. Et pour ceux éventuellement qui voudront exécuter des commandes, ça on le verra éventuellement un peu plus sur la suite du cours, si vous comptez aller plus loin que simplement savoir utiliser votre système, avec Windows R pour Run, qui en fait permet d'exécuter des commandes. Et là, je peux ouvrir un terminal comme on le verra un peu plus tard, notamment avec le terminal tel quel. Vous tapez la commande et ensuite ça permet d'ouvrir pas mal de choses. Donc ça on s'en servira d'autant plus par la suite. Peut-être que vous n'aurez pas envie d'aller jusque là, parce que vous voulez juste apprendre à vous servir de Windows sans pour autant apprendre à l'administrer ou à programmer dessus ou utiliser la ligne de commande. Donc ça c'est vous qui verrez. Mais sachez qu'on a ce petit raccourci là également qui est bien pratique. Enfin, pour finir cette séance qui était assez... il y avait beaucoup de raccourcis à vous montrer, sur tout ce qui est positionnement, déplacement des fenêtres aussi, notamment pour ceux qui travaillent sur plusieurs écrans. Par exemple, vous avez une petite application qui ici a été ouverte, alors d'ailleurs vous voyez ça a basculé sur un autre bureau, et je peux directement, par exemple, faire différentes modifications, différentes manipulations sur celle-ci. Vous utilisez la touche Windows, vous restez appuyé dessus, et ensuite vous vous servez de vos flèches. Donc si je fais flèche du bas, ça réduit l'application, super. Je fais flèche du haut, ça la remet telle quelle. Je refais flèche du haut quand elle était ouverte, ça l'agrandit. Et là, je peux la basculer sur un autre écran. Donc là, j'en ai qu'un seul, donc vous voyez que ça la compacte sur la gauche. Je peux la compacter sur la droite en faisant flèche de droite. Voilà, on peut se balader comme ça, l'application, hop. Avec flèche de droite, flèche de haut, flèche du bas, flèche gauche, flèche gauche, flèche bas. Comme ça, vous pouvez séparer en 4. Donc c'est bien pratique. Et si vous avez d'autres écrans, ça pourra carrément se dégager, en fait, basculer sur le deuxième écran, le troisième. Donc bien pratique, testez ça aussi, ça permet de gagner un peu de place et pas d'avoir à s'amuser à dire attendez, je veux dimensionner ma fenêtre pour que ça laisse bien l'affichage ailleurs. Ça va le faire automatiquement, tout calculer tout seul à votre place. Donc c'est quand même plus pratique. Et nous en terminerons avec tout ça. Encore une fois, je ne vous ai pas montré tous les raccourcis qu'il y avait. Il y en a bien évidemment beaucoup, mais ce sont pour moi je pense les principaux. Alors, il n'y a pas besoin de tous les connaître, il y en a peut-être que vous n'utiliserez jamais, mais encore une fois, cette vidéo ne s'adresse pas qu'à une seule personne en particulier ou à un seul type d'utilisateur en particulier. Donc j'ai quand même vu pas mal de raccourcis assez variés. Vous prendrez comme ça ceux qui vous intéressent le plus, et si vous voulez en découvrir ou en utiliser d'autres, vous avez encore une fois tout sur le site sûrement de Microsoft, avec tout un tas de raccourcis détaillés, même des fois des raccourcis propres à des applications de Microsoft, voilà, qui peut avoir des raccourcis bien spécifiques, et vous retrouverez un petit peu tout ça. S'il y a des questions, sinon autrement que ces différents raccourcis, n'hésitez pas bien évidemment sous la vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour un nouveau cours, un nouveau tutoriel sur la chaîne. Ciao tout le monde.